Bienvenue à tous, bienvenue à Eric. C'est vrai, moi j'aime bien cette phrase qui dit que le confinement c'était presque facile et que le 11 mai les problèmes commencent. Alors évidemment, il y a les problèmes, il y a les craintes que l'épidémie reparte, il y a l'immense débat sur l'école, les déplacements, mais bon, ce qui nous occupe, nous, c'est la reprise du travail, hein, qui elle est vraiment au cœur des débats et des discussions médiatiques. Alors, il y a une dimension très pratique, vitale même. On se demande jusqu'à quel point elle est réaliste. Gestes barrières, port du masque, nombre de mètres carrés par personne, écran plexiglas, etc., etc. Tous les jours, on entend ministres et chroniqueurs se prononcer sur ce sujet. Il y a une autre dimension aussi sur le travail, voilà, qui est très largement abordée plutôt via des chroniques autour d'une refondation de l'économie macro et micro et raison d'être des entreprises. Mais il y a une dimension fondamentale, nous semble-t-il, qui est complètement oubliée, évacuée, et comme assez souvent d'ailleurs, c'est l'humain. L'humain qui constitue l'âme, la valeur, le moteur de l'économie et des entreprises. Et pourtant, on sort de cette période de confinement avec des doutes, peut-être pour certains des peurs, de la fatigue, un sentiment d'impuissance, mais des envies aussi, en tout cas, beaucoup de questions, Eric. Et on sent que quelque chose de très fondamental est en train de se jouer dans notre rapport au travail, aux organisations, peut-être dans la pérennité de notre job aussi. Est-ce qu'on va vers plus de solidarité, d'attention aux autres, de flexibilité, de responsabilité, ou au contraire, plus de tension, de clivage, peut-être de souffrance, hein, disons le mot. Alors moi, je connais Eric depuis longtemps. J'aime sa vision, ses diagnostics, vous le verrez, toujours sans détour et sans fioriture et toujours précieux. Et plus que nécessaire, je crois, en ce moment. Eric, il a fondé et dirige YouSide, qui est un grand cabinet de conseil qui accompagne les entreprises, leurs dirigeants dans toutes les dimensions humaines, stratégie managériale, changement comportemental, management des talents, qualité de vie au travail, etc. Puis Eric a publié beaucoup de livres, il est chroniqueur aux Échos. Voilà, et puis on est hébergé ici par l'Agence Verte qui a permis cette conférence débat, qui est une agence de communication qui accompagne les marques et les organisations dans les grandes transitions. Alors, je le répète, puisque maintenant, il y a encore plus de monde qui s'est connecté, je le répète. Donc, voilà, on sera ensemble pendant une petite heure. Pendant 15 à 20 minutes, je vais interviewer Eric. Et puis après, on pourra, vous pourrez lui poser vos questions. Il y a donc un espace de chat qui s'appelle Q&R, qui est en bas à droite. C'est cet espace qu'on va utiliser plutôt que l'espace conversé. Pour l'instant, vidéo et micro sont coupés, mais après, quand on prendra les questions, bien sûr, vous pourrez poser votre question en audio. Hein, voilà, c'est le système qu'on a choisi. Eric, d'abord, donc encore, merci d'être là. Qu'est-ce qu'il faudra faire le 11 mai, Eric, si la date est maintenue, hein, bien sûr? Alors, dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a effectivement un paradoxe qui est que pour la première fois dans l'histoire de l'économie, on a mis l'humain avant l'économie et on l'a imposé à toutes les entreprises. Et au moment où on va reprendre, on va se déconfiner, notamment le 11 mai, ce qui va être tout à fait paradoxal, c'est qu'on va surpondérer les questions de santé, puisque tout est autour de la santé. Comment est-ce qu'on se protège du Covid? Alors là, il va y avoir des quantités d'énergie passées là-dessus considérables. Et puis, il va y avoir une autre énergie qui va être passée à comment on reprend l'économie, parce que toutes les entreprises, la plupart, ont énormément souffert de ces 2 mois de confinement. Donc, or, les individus qui arrivent et qui reviennent pas comme ils sont partis. Donc, il va y avoir 4 choses essentielles à faire, me semble-t-il. La première, c'est que les individus reviennent avec une charge émotionnelle. Alors, parfois, certains… Hier, j'ai échangé avec un dirigeant d'entreprise qui me disait « Moi, je n'ai jamais été aussi reposé de ma vie. »
je ne voyage plus, je suis chez moi dans une maison, il était parti comme beaucoup, dans une maison je travaille, mais c'est beaucoup moins fatigant que d'habitude. Donc, et puis, vous avez des gens qui ont énormément travaillé beaucoup plus. Il y a évidemment un environnement émotionnel qui a été très traumatisant pour la plupart, à la fois lié à la frustration et à l'anxiété. Et donc, il y a un premier temps qui est un temps où il va falloir que les gens s'alignent les uns les autres par rapport à ce qu'ils ont vécu. Un temps de débriefing en équipe. Parce que pour s'aligner un petit peu, comprendre un peu ce que les uns et les autres ont pu vivre. Et plutôt dans de petits groupes pour favoriser le partage. Au sein de l'équipe, parce que il y a vraiment quelque chose qui est central dans ce qu'on va vivre maintenant, ça va être cette notion de soutien social. Comme on est dans la caractéristique du monde dans lequel on se trouve, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que ça ne nous est jamais arrivé d'être à ce point dans l'inconnu par rapport à un futur très proche. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il va faire de ses vacances, de façon sûre. Ça ne nous est jamais arrivé dans toute notre histoire d'avoir ce niveau d'inconnu par rapport, et là on est sur la semaine prochaine, on ne sait pas du tout la semaine prochaine, c'est comment les choses vont se passer. Et donc on a un des éléments essentiels qu'il va y avoir pour faire face à ça, c'est la qualité du soutien de l'équipe. Dans ce qu'on appelle la résilience, le fait de se soutenir et d'être très proches les uns des autres est absolument central. Donc, pour ça, il faut quand même repartir de ce qu'on a vécu, de là où on en est les uns et les autres. Et donc, premier temps, qui est un temps de débriefing, dans lequel on exprime ce qu'on a pu vivre. Alors, certains voudront exprimer, d'autres pas, mais en tout cas, c'est bien ça l'idée. Deuxième temps, il y a un temps qui est un temps dans lequel on a appris quand même beaucoup de choses de ces 2 mois dans une nouvelle façon de travailler. Et en quoi est-ce qu'on a été plus efficace? Qu'est-ce qui nous a manqué vraiment? Et qu'est-ce qu'on veut garder en termes d'efficacité, notamment d'agilité? On a plein de témoignages de choses qui se sont faites beaucoup plus vite que d'habitude, beaucoup dans une fluidité qu'on n'avait pas. On s'est plus fait confiance que d'habitude parce qu'on n'était pas à se marquer à la culotte les uns et les autres, et ça a souvent permis des choses plus rapides. On a fait parfois des réunions plus courtes. Alors tout le monde est un peu saturé du mode dans lequel on est là, qui est ce mode vidéo, mais en même temps, parfois, ça s'est montré plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Comment est-ce qu'on réinvente notre façon de travailler différemment? Et puis, il va y avoir un troisième sujet qui va être le sujet de l'alignement des priorités, parce que alors, la contrainte économique, là maintenant, va être énorme. Toutes les entreprises vont faire des plans de coûts d'économie, d'une part, et deux, vont mettre entre guillemets une pression pour relancer les ventes, le chiffre d'affaires. Donc, tout le monde va être sous cette double contrainte. Il va falloir faire plus avec moins. Là, donc, comment est-ce qu'on s'aligne sur des priorités communes par rapport à ça et qu'on ne se disperse pas, qu'on reste sur des sujets communs ensemble par rapport à ça? Et puis, dernier point, il y a un sujet qui est un sujet de gestion de l'énergie. Une partie des gens ont été en sous-charge, en sous-énergie, et ces gens qui ont été en sous-énergie, il faut voir comment est-ce qu'ils vont remonter en énergie. Et puis, il y a une partie des gens ont été, au contraire, ont donné énormément, sont épuisés, et attention à ne pas redemander à ces gens auxquels on a demandé de faire un sprint et d'aller très très vite et qui vont avoir maintenant à faire un marathon parce qu'on sait que cette crise va durer. On ne sait rien, sauf que cette crise est probablement beaucoup plus longue que ce qu'on pense. Donc, ce à quoi il faut qu'on se prépare, c'est cette durée de la crise. Donc c'est ces 4 points sur lesquels il va falloir être très vigilant pour prendre en compte la dimension humaine, cette dimension de débriefing. Qu'est-ce qu'on tire de positif sur notre façon de travailler qu'on veut garder, de façon à ne pas retomber dans les habitudes précédentes, comment on se réaligne sur nos priorités,
Et puis, cette dernière dimension, comment est-ce qu'on aide chacun à gérer son énergie dans cette situation? Éric, attends-toi à l'inattendu. C'est la phrase d'Edgar Morin qu'on a beaucoup lu. Il était là, il disait, moi à mon âge, j'espérais me reposer, j'ai jamais autant réfléchi que en ce moment. Et vraiment, on a besoin d'éclairage comme ça. Donc c'est un rappel, tout simplement, c'est un rappel à la fragilité de la vie et aux incertitudes qui la composent. Pourtant, en entreprise, des certitudes, c'est ça qu'on attend d'un leader. Comment faire? Je crois que Quelle certitude amener à ses salariés, à ses managers? Alors, c'est très très important, cette posture du leader dans cet environnement de l'inconnu. On a un environnement qui est d'inconnu extrêmement fort. Donc, en gros, l'image qu'on peut prendre, c'est que chaque entreprise est comme un bateau qui navigue dans un brouillard terrible et il n'a pas les instruments pour savoir ce qu'il y a devant, derrière, etc. et ce vers quoi il va. Donc, sur quoi doit travailler le leader? Il ne va pas dire moi je sais où je vais dans le brouillard, vous inquiétez pas, c'est parce que personne ne le croira. Il ne va pas non plus dire oh là là, c'est la catastrophe. Vous voyez dans quoi on est, on peut se planter à tout moment. Parce que là, il augmente effectivement la charge anxieuse de tout le monde. Il doit se recentrer et aider tout le monde à se recentrer sur ce qu'on contrôle et ce sur quoi on n'est plus dans l'inconnu, on est dans le connu. Qu'est-ce qu'on connaît quand on est dans un bateau dans le brouillard? On connaît son bateau, on connaît son équipage. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer? C'est sur la façon de mener le bateau, sur la façon d'organiser l'équipage et sur le rôle de chacun dans la façon de piloter ça. Et donc, je vais recentrer tout le monde sur qu'est-ce qui dépend de nous, sur quoi est-ce qu'on peut agir, comment est-ce que, à partir de là, pourquoi ça me donne confiance? Parce que cette notion de confiance est absolument centrale. On voit bien à quel point tout le monde est en train de perdre confiance dans le futur. Donc, même le Premier ministre. Exactement. L'exercice du Premier ministre, de ce point de vue-là, était assez inquiétant parce que, en gros, en tant que dirigeant, il a dit aux Français, ça va dépendre, et ça va dépendre, et on verra. Donc, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas fini d'en baver. Donc, il y avait la connotation émotionnelle négative. Il y avait plus d'incertitude encore, plus de complexité. Donc, c'est exactement, je pense, le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut simplifier. Écoutez, voilà sur quoi il faut se focaliser. Il faut ramener sur qu'est-ce qu'on connaît. On connaît un certain nombre de choses. C'est notre façon de travailler, notre impact, notre compétence, notre capacité à travailler ensemble. Ça, on le sait. On sait qu'on peut jouer là-dessus et on le connaît. Et on connaît la qualité de notre entreprise et avec quoi est-ce qu'on peut jouer à l'intérieur de notre entreprise. Éric, là je vois qu'il y a des gens qui commencent à poser les questions, on va les prendre dans quelques minutes, attendez un petit peu, hein, on va échanger. Éric, on a parlé du leader, maintenant je parle des salariés. Comment est-ce qu'on retourne au travail quand on a peur? Alors, surtout, la première chose, c'est face aux gens qui ont peur, il ne faut surtout pas leur dire n'ayez pas peur. Parce qu'il n'y a rien qui augmente plus la peur que dire, c'est comme l'enfant qui a peur du noir. Si je lui dis, mais non, tu n'as pas de raison d'avoir peur du noir, il va me dire, oui, mais j'ai peur du noir. Il y a des monstres. Je dis, il n'y a pas de monstres. Il dit, mais si, il y a des monstres. Donc, face à la peur, l'attitude qui est l'attitude efficace par rapport à la peur, c'est d'amener l'individu à explorer sa peur. De quoi j'ai peur réellement? J'ai peur d'avoir le Covid. Quel est mon risque réel par rapport à ça? Donc, moi, en fonction de mon âge, de mon sexe, de mon état de santé, quel est le réel risque par rapport à ça? Et par rapport à ce risque, comment je compare ce risque à plein d'autres risques? Parce qu'un des éléments tout à fait intéressants de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de risques de notre vie quotidienne qu'on a totalement intégrés. L'accident de la route est un risque qui est parfaitement intégré, face auquel certains sont parfaitement respectueux des règles, d'autres pas, mais il est totalement intégré. Et prendre la route,
sur un long trajet? Est-ce que c'est beaucoup moins dangereux que d'attraper le Covid pour, je ne sais pas, une personne de 25 ans en bonne santé, etc. À voir, à discuter. Donc, documenter, rationaliser. Rationaliser la chose. Et puis après, deuxième question qu'on a face aux gens qui ont peur, c'est qu'est-ce que je contrôle par rapport à cette peur? Donc, je contrôle tous les gestes barrières, le respect de toute une série de règles qui me permet d'éviter sur quoi est-ce que, donc, ayant ces éléments de contrôle, jusqu'où est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Et puis, la dernière chose, c'est si je continue à ruminer le truc, c'est ce que j'ai peur de ce que je ne contrôle pas. Alors là, si j'ai peur de ce que je ne contrôle pas, on connaît, c'est des méthodes qui sont des méthodes de méditation, de capacité à prendre du recul, de capacité à arrêter de ruminer. Donc, tout est autour de cette capacité à permettre à toutes les techniques qui permettent d'éviter de continuer à ruminer ce sur quoi je ne contrôle pas. Éric, on lit beaucoup que pour sortir de cette, ou plutôt pour faire face à cette période, il faut de l'humilité et de l'agilité pour faire face à cette période, comme dirait Isaguet, VUCA, volatile, incertaine, changeante et ambivalente. Il faut de l'humilité et de l'agilité concrètement au travail en entreprise. Ça veut dire quoi? Oui, derrière le mot humilité, c'est intéressant parce que les gouvernants l'utilisent beaucoup en ce moment. Je ne sais pas très bien ce qu'ils mettent, mais pour moi, l'humilité… Capacité à se remettre en question, peut-être? Alors, capacité à se remettre en question. Première chose, il y a deux dimensions essentielles dans l'humilité. C'est évidemment ce côté savoir que je ne sais pas. Et donc, on est dans une période dans laquelle mon expérience antérieure, qui pouvait me rendre très sûr de moi dans ma capacité à faire face aux choses, ne me permet pas de la même façon de tirer des conclusions à partir de mon expérience. Donc, c'est ce fait que la nouveauté m'oblige à ne pas me sentir aussi sûr de moi qu'avant. Et puis, la deuxième élément de l'humilité qui est fondamental, c'est la dépendance des autres. Je ne vais pas y arriver tout seul. C'est-à-dire, je ne suis pas capable tout seul de prendre les bonnes décisions, de trouver les bons plans d'action. Je suis en dépendance vis-à-vis d'une intelligence collective, vis-à-vis d'autres compétences, donc j'ai besoin des autres. Donc l'humilité, c'est ça. L'agilité, c'est cette capacité de questionnement et de remise en cause permanente qui me permet de régulièrement m'interroger sur est-ce que ce que j'ai décidé, ce vers quoi on va. Donc, c'est le contraire de ce qu'on appelle la psychologie de l'engagement. On sait tous que la psychologie de l'engagement, c'est que quand j'ai décidé quelque chose, je persiste dans ma décision. Ma décision, d'une certaine façon, m'engage à continuer dans le même sens. L'humilité, c'est exactement l'inverse. L'agilité, c'est exactement l'inverse de ça. C'est que je remets en cause ce que j'ai pu décider à un moment donné, je repriorise en fonction d'éléments nouveaux qui arrivent. Donc, je garde cette capacité à prendre en compte des éléments nouveaux et ne pas les voir par rapport à ma décision précédente et à rehiérarchiser et à remettre un plan d'action très vite en route. Donc, c'est ça l'agilité, cette habilité à ne pas me laisser piéger par mes propres décisions qui m'engagent dans un système qui ne fait que je ne vois pas ou j'atténue, je nie les éléments autour de moi. Okay. Je vais te poser encore une ou deux questions juste pour les participants. Vous pouvez commencer maintenant à poser des questions et puis nous prendrons en audio, en tout cas, les gens dont nous aurons sélectionné la question. Quand on a préparé cet entretien, Éric, tu m'as dit les RH vont enfin avoir un rôle central. En tout cas, c'est un espoir. Non, ce qui est vrai, c'est que mon premier point, c'est la première fois qu'on met l'humain avant l'économie dans notre histoire. Mais mettre l'humain par rapport à l'économie, c'est pour préserver la vie, c'est pas mettre l'humain au sens RH du terme. En revanche,
une des expériences vraiment, je pense que toutes les entreprises ont vécu, c'est qu'elles ont vécu cette crise et ce qui a fait la différence, mais réellement la différence, c'est qu'en vivant cette crise, elles se sont aperçues que l'engagement d'un certain nombre, et pas de tous, et l'engagement, la débrouillardise, la prise de responsabilité d'un certain nombre d'acteurs a été totalement différenciante. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à prendre en compte, me semble-t-il, pour la suite. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont été surengagés? Et on voit bien qu'il y a des entreprises dans lesquelles les dirigeants ont été très attentifs à cette dimension humaine, au respect de l'individu, et on fait passer le respect de l'individu avant. Et là, on a trouvé un engagement des acteurs. Et puis, il y a des entreprises dans lesquelles les dirigeants, ce qu'ils ont montré avant tout, c'est d'une part leur propre inquiétude par rapport à leur entreprise et avant tout les sujets économiques sans prendre en compte les individus. Et je pense que ces entreprises-là vont avoir beaucoup de mal à redémarrer parce que les gens qui auront été mis au chômage partiel dans des entreprises dans lesquelles ils n'auront pas eu envie, on va avoir du mal, on va être beaucoup dans la contrainte. Il y a des entreprises dans lesquelles déjà on est dans la contrainte pour ramener les gens au travail. Donc, voilà, je pense que le RH, évidemment, il est au cœur du cœur de tout ça parce qu'il est celui qui montre que la vraie différence se fait dans la façon qu'on a d'être en interaction et dans la façon qu'on a de prendre en compte cette dimension de l'individu à l'intérieur de l'entreprise pour avoir des individus engagés, responsables, qui donnent envie, qui ont des idées, qui développent un certain nombre de choses différentes et nouvelles. Ok. Eric, une dernière question. Après, je vais prendre une question intéressante d'Hélène. Le télétravail, on ne parle que de ça. Alors, on a l'impression, bon, le sujet n'est plus tabou, mais qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre en positif et en plus négatif du télétravail? D'abord, il y a un tabou qui est tombé pour beaucoup de dirigeants. Beaucoup de dirigeants ne voulaient pas en entendre parler. Beaucoup de dirigeants étaient dans l'idée que le télétravail, ont gardé la perspective que si je n'ai pas la personne sous la main, elle va glander. Si elle est chez elle, tu ne vas pas me faire croire qu'elle est chez elle, elle va être devant son ordinateur tous les jours. Alors, surtout que, contrairement aux États-Unis, tu sais qu'aux États-Unis, il y a des outils d'observation, des logiciels d'observation des gens en télétravail qui permettent de les marquer à la culotte sur tout ce qu'ils font quand ils sont en télétravail. En France, on n'a pas ça. Donc, on se dit, oh là là, en fait, il me dit qu'il est en télétravail, mais il fait autre chose chez lui. Donc, un point positif, un point négatif, peut-être. Ce point, le point très positif, c'est que le tabou est tombé. Et que toutes les entreprises maintenant, tous les dirigeants que je rencontre disent, on va faire plus de télétravail. Donc ça, ça c'est sûr que ça va changer la façon de travailler. Le point négatif, il est lié au fait que on voit bien que le soutien social, la finesse d'échange qu'on a les uns avec les autres. Alors, je parle là des réunions en télétravail. Passe beaucoup par le non-verbal des acteurs. Alors, quand on est tous les deux là, je vois ton non-verbal et tu vois le mien. Mais par rapport aux 57 personnes qui sont là à nous écouter, je parle dans le vide. Je ne sais pas du tout si elles approuvent, si elles sont en désaccord. Et donc, il y a quelque chose qui est beaucoup moins fin dans la qualité du jeu relationnel parce qu'on perd une dimension absolument centrale qui est le non-verbal. Et puis, tu es psychiatre, Eric, c'est quand même épuisant le télétravail. Ah ben, c'est épuisant. Oui, la visio, pardon. Bien sûr, l'enchaînement de la visio. D'ailleurs, la grande règle à avoir, c'est de jamais enchaîner les visios. Hélène, bonjour Hélène. Elle n'a pas de micro, Hélène. Oui, et vous avez… Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, Bonjour Arnaud, bonjour Eric.
Oui, bonjour. Hélène. Pour cette belle intervention. Vous avez une question un petit peu longue là. Quel est votre… Enfin, vous avez, on va dire, un certain nombre d'interrogations. Quelle est la question que vous avez envie de poser à Eric par rapport à… Alors, la question qui me vient, c'est qu'en Île-de-France ou dans les grandes villes, effectivement, le confinement va durer encore un peu, c'est-à-dire par rapport, et le télétravail, par rapport au transport, par rapport à la remise en marche des écoles, enfin tout un tas d'organisations sociales qui va mettre forcément plus de temps. Enfin, tout ce qui s'éclaire très bien en rouge sur la carte de France. Donc moi, la question que ça me pose, c'est on est reparti pour une nouvelle séquence. On est parti pour un marathon, là, comme vous parlez, dans un environnement assez incertain quant à la temporalité, au temps qui n'est pas encore défini. Et donc, du coup, pour moi, la question qui se pose, c'est comment on peut aider les équipes, les collaborateurs à éviter les pièges du télétravail que vous avez évoqués, que ce soit ce sentiment d'isolement, le manque d'interaction sociale, une forme de sédentarité, de surmenage aussi. Et donc, dans ce temps long, ma question, c'est comment on redéfinit de nouveaux points de repère, comment on redéfinit de nouveaux jalons et peut-être de nouvelles routines dans cette nouvelle séquence qui quand même va nous amener sans doute jusqu'à l'été, quoi. Voilà. Voilà ma question. Parce que pour moi, je ne vois pas comment c'est fini, quoi. C'est une forme de semi-déconfinement qu'on va connaître mi-mai, mais c'est un semi. Voilà. Oui, ça rajoute de la complexité. Exactement. Ce déconfinement progressif. Oui. Enfin, je n'ai pas de recette magique, hein, mais ma tendance, ça serait de dire c'est important de s'arrêter sur un point des 2 mois qu'on a passés pour en tirer des conclusions pour le mois et demi, en tout cas, ou les 2 mois à venir, peut-être qui ne seront pas en total confinement, mais qui risquent de l'être quand même. Je pense qu'il faut le faire par équipe. Il faut que faire un bilan, non pas du travail qu'on a au quotidien, mais de la façon qu'on a de travailler. Ce que je disais tout à l'heure en ouverture sur qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on décide de faire pour la suite. Il faut que les équipes se ressentent à nous le fait qu'elles décident elles-mêmes de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été bien et de ce qu'elles veulent garder et de ce qu'elles veulent changer. Ça, je crois que c'est toujours pareil, hein. Plus on est en contrainte, plus l'enjeu qu'on a sur le plan managérial, c'est de voir sur quoi, de redonner de la marge de manœuvre, que chacun retrouve de la marge de manœuvre à l'intérieur de la contrainte. Donc, où est notre marge de manœuvre dans la contrainte? Ça, c'est quelque chose qui est absolument central. Ça, c'est sur le plan collectif. Et sur le plan individuel, il faut absolument que tous les managers aient des entretiens individuels avec les uns et les autres, non pas sur la performance de travail, mais sur ce qu'ils vivent et sur la façon dont ils vivent et comment est-ce qu'ils supportent les choses et comment est-ce qu'on peut les aider individuellement parce qu'à l'évidence, il y a des gens qui sont en grande souffrance, on le sait bien, les jeunes mères avec des enfants dans des appartements petits, c'est souvent très, très difficile, par exemple. Merci Eric. Aurélie, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la prise en compte des impacts sociétaux et de la nécessité de gérer actuellement, de se focaliser sur ce qui est contrôlable. Et du coup, le rôle du RH pour travailler sur l'engagement des collaborateurs. Au-delà de ce rôle de RH, il y a quand même une problématique autour du temps long, avec cette incertitude. Comment est-ce qu'on peut réaligner on va dire l'ambition, les prises de conscience sociétales que nous avons tous eues et puis les valeurs de l'entreprise? Je crois, Aurélie, que c'est sûr qu'on est dans des moments dans lesquels je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de ramener du sens. Et le sens, il est évidemment autour de la finalité, ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être, de ce vers quoi on tend ensemble. Et dans le contexte nouveau
à quoi est-ce que c'est vraiment encore, comment est-ce qu'on remet en perspective ce sens de l'entreprise dans ce contexte-là. Et puis ce qui était dit autour des valeurs, c'est-à-dire que on a un sens commun vers ce vers quoi on va, et on a un socle de notre culturel commun qui constitue nos valeurs et sur lesquels qui nous permet effectivement de fonctionner les uns avec les autres en harmonie. Je pense que là encore, les valeurs, on en parle, on les affiche, etc. Le travail à faire, et pour répondre de façon très concrète, il y a une réflexion à faire et à mettre en perspective quel sens ça a notre entreprise dans le contexte dans lequel on est. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est autour de comment est-ce que les valeurs s'appliquent à notre nouvelle façon de travailler. Ça veut dire quoi d'avoir ces valeurs en télétravail, par exemple? Emmanuel, bonjour. Bonjour Emmanuel. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. J'aime bien votre question. Bonjour, bienvenue. Oui, voilà, en fait, moi j'accompagne aussi pas mal les leaders et les managers. On a fait pas mal de réunions et de formations sur la conduite du travail à distance. Donc, je pense que tout ça, en fait, n'est pas nouveau, mais est en cours sur tout ce qui doit être cette écoute active aujourd'hui. Je ne suis pas autant convaincue de diviser l'énergie humaine et l'énergie économique. Je pense qu'on parle d'une énergie, on parle d'énergie créative, en fait. Et que plus l'énergie d'un humain est créative, plus il va être riche et en capacité de créer de la richesse. Donc, je pense que les managers doivent peut-être avoir cet éveil de conscience que plus ils vont être en capacité de manager les talents de leurs collaborateurs, plus ils vont être en capacité de créer de la richesse et de la motivation. Émotion, motivation, on est sur les mêmes racines. On est humilité, humain, on est sur la même racine, hein, humus, la terre, notre terre intérieure. Plus notre terre intérieure est fertile, plus on va être fertile pour notre entreprise. Donc, je pense qu'il y a quand même une éducation, entre guillemets, hein, puisqu'on parle beaucoup d'éducation. On est peut-être, pendant cette période de confinement, on est peut-être tous un peu redevenus aussi des enfants confinés dans notre ventre maison, qui est devenu aussi le lieu où on travaille, en fait, où tout a été un peu remis à plat. Et ça nous a tous montré un peu notre capacité et nos différences. Et donc, moi, ce que j'aimais bien, pardon de vous couper dans votre question, Emmanuel, au fond, Eric, comment est-ce qu'on équipe les leaders à devenir des pros de l'écoute? Je reprends vos mots, Emmanuel, mais que je trouvais très, très juste, si vous le permettez. Des pros de l'écoute. Ça, c'est ton boulot. Hein. Oui, mais comme toujours, hein, quand on parle, alors l'écoute, c'est un comportement, donc c'est une compétence comportementale. Et comme toujours, quand on veut transmettre une compétence comportementale, ça passe par trois choses. C'est d'une part, il faut que la personne en soit convaincue et qu'elle ait vraiment envie de l'acquérir. Et c'est peut-être le plus difficile pour les dirigeants parce que, encore une fois, vous dites qu'il n'y a pas l'humain et l'économique sont très liés. C'est une conviction très forte que vous avez. Mais un dirigeant, il va prendre des décisions. Typiquement, en ce moment, quasiment tous les dirigeants vont prendre des décisions de réduction des coûts. Quand vous faites une décision de réduction des coûts, comment vous répartissez cette réduction des coûts? Est-ce que vous la faites sur le développement des collaborateurs, donc tout ce qui est lié à la formation? Est-ce que vous le faites sur les budgets ou le temps qui est consacré à la convivialité à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que vous le faites? Sur quoi est-ce que vous le faites? Sur quoi est-ce que vous faites porter cette réduction? Et on voit bien qu'il y a des choix d'entreprise dans lesquels cette dimension n'est pas du tout importante et d'autres dans lesquels on se dit, par rapport aux convictions que vous exprimez, Emmanuel, c'est évidemment par rapport à cet humus dont vous parlez, cette capacité de l'individu à
à exprimer sa créativité, son envie, que ça va être essentiel. Et donc, comment est-ce que je préserve ça à tout prix? Donc, pour avoir un dirigeant qui écoute, il faut d'abord qu'il soit convaincu que c'est utile et qu'il va en avoir, n'oublions jamais qu'on est dans l'entreprise et que il faut que tout ce qu'on fait dans l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, c'est par rapport à une conviction profonde que c'est plus efficace. Le dirigeant, s'il pense que ce n'est pas plus efficace d'écouter, vous pouvez lui transmettre toutes les méthodes d'écoute, ça ne sert à rien. Mais s'il pense que c'est important, mais qu'il ne sait pas au fond très bien comment faire et comment. C'est plus facile de communiquer que d'écouter. Voilà, une fois qu'il est persuadé que c'est important, mais mon point est que faire très attention quand on est en changement comportemental au fait qu'on squeeze très souvent cette phase dite motivationnelle. Les gens sont convaincus, bien sûr. Voilà, cette phase motivationnelle. Donc, si on squeeze la phase motivationnelle, on peut donner toute la technique. Bon, après, le deuxième problème qu'a le dirigeant dans l'écoute, c'est que le dirigeant, il est par nature celui qui parle. Et donc, il faut lui montrer que l'écoute est une activité et quelque chose d'actif. Et que écouter, ce n'est pas se taire et ne rien dire, c'est chercher à comprendre et creuser. Et donc déjà, ça l'aide énormément le dirigeant de savoir qu'il peut avoir cette opportunité. Écouter n'est pas passif, mais est actif. Parce que bien écouter, c'est pousser, c'est creuser, c'est poser des questions, et puis ça va être de reformuler, c'est de synthétiser. Donc, et là, il redevient actif, ça le rassure beaucoup. Après, on va lui donner les techniques habituelles, cadrage, questionnement, reformulation, etc., qui permettent de faciliter l'écoute. Voilà. Pour la question de… Bonjour Hélène. Hélène, ton micro est éteint. Oui, non, voilà. Hélène, elle est… Attends. Bonjour à tous les deux, merci pour le démarrage de matinée. Oui, moi j'avais une question, on entend aussi beaucoup humilité, agilité, mais on entend aussi beaucoup solidarité. On voit que les individus qui sont les employés se sont révélés dans des actions solidaires autour d'eux, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir garder ça en entreprise en conciliant évidemment les impératifs économiques à votre avis? Oui, je suis d'accord. La question de la solidarité émerge beaucoup dans ce qu'on est en train de vivre. Alors, on le voit beaucoup dans des différents sujets concernant les soignants notamment. Et puis, dans la solidarité, il y a deux choses. Il y a la solidarité à l'intérieur de l'entreprise entre les acteurs et il y a la solidarité de l'entreprise qui s'inscrit dans une dynamique de développement durable ou de sens. L'exigence de sens, on voit bien que dans ce qu'on est en train de vivre, va être beaucoup, beaucoup plus forte. Et donc, l'enjeu des dirigeants va être en permanence de remontrer que ce qu'on est en train d'inscrire et les décisions qu'on prend s'inscrivent dans un sens général qui permet aux uns et aux autres de rentrer dans cette dimension de solidarité. Et puis après, il y a la solidarité à l'intérieur de l'entreprise. J'en disais un mot tout à l'heure sur ce qu'on appelle le soutien social. Pour moi, c'est un élément absolument de premier plan. C'est-à-dire que c'est les entreprises dans lesquelles il y a un vrai soutien social. C'est-à-dire le soutien social, c'est comment chacun se dit qu'il doit être attentif aux autres dans l'entreprise et qu'il a un rôle à jouer. Et là, on est vraiment dans une culture d'entreprise à développer, à cultiver et à travailler, et une certaine disponibilité à donner aux acteurs pour que je me sente co-responsable de la situation de mon collègue. Moi, je voudrais poser une question, enfin, je voudrais prendre la question de Sophie Nunziati. Bonjour Sophie. Sophie qui nous accueille, c'est celle qui dirige l'agence. Et justement, pour revenir sur cette histoire de raison d'être, Sophie. Oui, bonjour. Est-ce qu'elle va être nécessaire ou est-ce qu'elle va être abandonnée? C'est un peu ça votre question, non? Oui, bonjour. Merci à tous les deux.
Bonjour Sophie. Merci Eric. Oui, à l'agence, on travaille beaucoup sur la raison d'être des entreprises, on les accompagne, qui donnent finalement un pourquoi aussi aux salariés. Et la question, c'est est-ce que ce n'est pas encore devenu plus essentiel? Est-ce que ça permet à l'entreprise et ses salariés de mieux passer le cap? Une raison d'agir, on va dire. Ou est-ce qu'au contraire, Eric, raison d'être, c'est bien, mais on n'a plus le temps? Alors, moi, j'ai absolument la conviction que si on commence à dire ça, on n'a plus le temps là-dessus, dans le contexte dans lequel on se trouve, on va avoir énormément de gens qui vont décrocher. En tout cas, qui vont décrocher, encore une fois, qui vont décrocher beaucoup plus sur le plan de ce dont Emmanuel parlait tout à l'heure, c'est-à-dire leur créativité, leur envie de donner ce qu'ils ont en eux dans l'entreprise. Ils resteront là, parce qu'on se prépare à une crise économique très difficile, avec un chômage très fort. Donc, tout le monde va s'accrocher à son job et tout le monde va être très inquiet de risquer de perdre son job. Mais l'enjeu qu'ont les entreprises, c'est comment est-ce qu'elles tirent le meilleur de l'ensemble de leur population. Et là, moi, ma conviction très profonde, c'est que cette notion de se dire je m'inscris dans quelque chose dans laquelle je sens une très forte fierté d'être là, dans cette entreprise, je n'ai pas envie du tout d'être dans une autre entreprise, c'est là que je veux être, va faire vraiment une différence essentielle dans le monde dans lequel on vit, dans lequel, ce dont on disait, hein, cette adaptabilité, cette créativité, cette souplesse va être absolument centrale. Et la souplesse, c'est quand même un effort. Et avoir des gens qui sont complètement dedans par rapport pour avoir cette souplesse est différenciant. Ça, je crois que c'est très très important à comprendre. Et je pense que les dirigeants, alors on va avoir, comme toujours, hein, les dirigeants, ils sont le reflet de leurs propres angoisses. Donc vous allez avoir des dirigeants et de leurs propres convictions. Donc des dirigeants qui vont être totalement dans l'économique, et puis d'autres qui vont comprendre ça et qui vont effectivement travailler autour de ça. J'avais envie de prendre la question d'Olivier. Oui. Olivier, bonjour. Olivier, votre micro est fermé, je crois. Oui. Voilà. Ah, voilà. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous avez posé une question intéressante sur les bullshit jobs. Oui, parce que je lisais des interviews de David Graber et c'est vrai que certains d'entre eux, il y a des gens il y a des métiers ou des activités qui ont été jugés non essentiels. On a dit à ces gens-là, rentrez chez vous, confinez-vous. Et puis aussi, le télétravail fait que certains ont moins travaillé ou pouvaient faire leur travail en quelques heures seulement. Oui, ou certains ont décroché tout simplement. Hein, Voilà, ont décroché. D'autres, effectivement, ont travaillé plus que d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de spleen qui pourrait naître du fait qu'on sent que son métier ou sa contribution est finalement non essentielle et que on pourrait considérer, découvrir que son métier finalement fait partie des bullshit jobs, selon David Graber, alors qu'en temps ordinaire, comme on est très occupé, on ne s'en rend pas compte. Alors, Olivier, moi j'ai envie de dire, ce qui se passe, c'est à mon avis exactement le contraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelait les bullshit jobs? C'est les caissières de supermarché, les femmes de ménage, c'est ceux qui faisaient l'entretien, les aides-soignants, etc. On voit à quel point les chauffeurs, les livreurs, on voit à quel point ce qu'on appelait les bullshit jobs ont pris une ampleur et tout le monde se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut payer aussi mal les caissières de supermarché qui sont les héroïnes de cette crise? Il y a au contraire, je trouve, dans cette crise, une prise de conscience collective que des métiers qui sont des métiers qui apparaissent comme étant un peu automatisés et qui nous apparaissaient comme un peu de valeur ajoutée, deviennent absolument fondamentaux pour que nos sociétés marchent. Et je pense que cette crise est au contraire, par rapport à ces bullshit jobs, l'occasion
dans chaque entreprise, de montrer que tout le monde est hyper important et que tout le monde a quelque chose d'absolument essentiel et que ce n'est pas seulement ceux qui pensent ou ceux qui ramènent le chiffre d'affaires qui comptent. Et que l'entreprise, elle a tenu l'entreprise parce que des informaticiens ont pu permettre que chacun des collaborateurs puisse faire du télétravail alors que ce n'était pas prévu, enfin, des tas de choses de ce type-là. Et que le chef d'entreprise, il n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée dans ces moments-là, et que ce qu'on fait que le truc tenait, c'était les bullshit jobs. Donc, je crois au contraire que cette crise est très, très intéressante pour ramener ce qu'on appelait les bullshit jobs à une vraie utilité, à une prise de conscience collective d'une vraie utilité essentielle. Hélène, vous aviez une autre question? Laquelle d'Hélène, en fait? Bonjour, Hélène. Bonjour. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais une autre question. Quand on se retrouvera, en fait, quand on va se retrouver physiquement, ma question, c'est comment on va réenchanter le travail en équipe, ce plaisir qu'on a à se retrouver, de faire communauté. Parce qu'en fait, c'est quand même ça c'est un peu le sel de l'aventure, hein, cette communauté de femmes et d'hommes qui forment une entreprise. Donc voilà, pour le coup d'après, ma question, c'est comment on fait pour se retrouver, en fait? Eric, comment on fait pour se retrouver quand on ne se va pas tous se retrouver le 11 mai, hein, parce que Exactement. ça va être très progressif, il va y avoir, ça va être presque pire dans certaines entreprises, ceux qui seront revenus, ceux qui ne peuvent pas, ne veulent pas. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ce collectif? Non, mais je crois que je n'ai pas de réponse toute faite pour toutes les équipes. Ouais. Je pense que la question d'Hélène est vraiment essentielle et que les équipes doivent y réfléchir par équipe. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver. Qu'est-ce qu'on choisit de faire pour se retrouver? C'est quoi notre plaisir? Parce que le plaisir de l'équipe, elle n'est pas toujours la même en fonction des équipes. C'est quoi le plaisir qui est le nôtre? Et comment ce plaisir, on le cultive? Comment on se donne les moyens de le cultiver? Donc, je pense que ça serait prétentieux et ça serait une mauvaise façon, je pense, d'aborder le sujet que de donner une réponse toute faite à ça. Il faut que les équipes elles-mêmes élaborent autour de ça. Eric, il y a plusieurs personnes qui sont revenues sur l'histoire des bullshit jobs, peut-être pour préciser davantage la question d'Olivier, en tout cas ce qu'ils en ont ressenti. Marie-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Votre question, vous voulez revenir, vous n'êtes pas la seule sur les bullshit jobs. Effectivement, on a bien vu ceux qui étaient traditionnellement considérés comme bullshit jobs de la société qui avaient pris une part essentielle, au moins une part de visibilité dans la pandémie. Moi, ma question aujourd'hui, c'est que avant la crise, un certain nombre de métiers ou d'orientations avaient été prises au sein même des entreprises, soit par la création d'un certain type de mission ou des choses comme ça. Et la question peut se poser aujourd'hui, est-ce que la transformation de ces fameux bullshit jobs vont venir intégrer l'entreprise parce qu'elle va se recentrer, on va dire, sur ses activités essentielles? Et j'ai bien entendu que à la fois les informaticiens, etc., pouvaient prendre de la place, mais dans le cas d'une crise économique, les choix qui vont être amenés à faire, est-ce que les bullshit jobs ne vont pas justement concerner les gens qui, au final, à développer une autre vision qui pouvait participer des valeurs de l'entreprise, mais qu'elle supprimera pour des raisons économiques? C'est possible, Marie-Pierre. Alors là, vraiment, je pense que c'est un risque. C'est un vrai risque et on verra des entreprises qui intégreront, valoriseront et du coup se poseront la question de en quoi est-ce que ça apporte plus de valeur d'intégrer et de valoriser. Et puis, vous aurez des entreprises qui raisonneront comme vous le dites, qui, pour des raisons économiques, vont externaliser, retailoriser, enfin, tout ce qu'on a vu depuis ce qu'on voit maintenant depuis 20 ans, c'est-à-dire ces bullshit jobs qui sont totalement dévalorisés, taylorisés et réduits à leur moindre coût. Donc,
Oui, c'est un risque. Mais encore une fois, quand même, c'est la première fois, la note positive sur laquelle j'insistais, hein, c'est que c'est la première fois, moi, depuis que je suis dans le monde du travail, donc plus de 30 ans, que je vois à quel point il y a une prise de conscience que ces bullshit jobs sont pas si bullshit que ça, parce que c'est eux qui font tenir le truc. Et Eric, comment est-ce qu'on va pouvoir, alors c'est une question un peu générale, ça dépend de la taille des entreprises aussi, mais comment est-ce qu'on va pouvoir co-construire une nouvelle manière de travailler, ou entre salariés, ou avec les partenaires sociaux, comme ça on va pouvoir co-construire si on veut co-construire. C'était la question d'Hélène sur comment est-ce qu'on retrouve le plaisir. On retrouve le plaisir si on le co-construit ensemble. C'est-à-dire que la co-construction, c'est un choix véritablement de mode de management dans lequel on met les acteurs vraiment à se dire maintenant, comment est-ce qu'on avance ensemble dans quelque chose auquel on croit ensemble et qu'on a envie de faire ensemble. Donc, et puis après, on retrouvera, mais de toute façon, c'est là où le monde nouveau, moi je ne sais pas trop ce que ça va être, mais je pense qu'on va retrouver des réflexes antérieurs pour certains dirigeants, et puis d'autres vont probablement être secoués par ce qui s'est passé et changer un certain nombre de choses. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit aussi que les règles, qui sont évidemment tout à fait normales et essentielles au retour du travail, elles pouvaient quand même avoir des effets ou stressants ou déresponsabilisants. C'est intéressant de l'évoquer. Les règles, attends, je vois toutes les règles édictées par exemple, par la ministre Muriel Pénicaud hier, on va dire, toutes ces règles, ce nombre de règles à appliquer. Alors, c'est vrai que typiquement pour l'agence verte qui est là, qui doit avoir qui a forcément des salariés. Si demain elle veut faire revenir ses salariés, eh bien, il faut qu'elle désinfecte 2 fois par jour ses locaux. Très clairement, en demandant ça à des PME, le gouvernement dit vous ne pouvez pas réutiliser vos locaux parce que aucune PME ne va avoir ni les moyens et de toute façon, il n'y aura pas l'offre sur le marché pour que toutes les PME de France puissent être désinfectées 2 fois par jour. Donc, on est exactement dans le sujet des masques du départ, c'est-à-dire il faut porter des masques, mais on n'en a pas. Il faut désinfecter, mais il n'y a personne pour désinfecter. De toute façon, les coûts de désinfection vont être tels que ça ne sera pas possible. Donc, il y a quelque chose dans la contrainte, là, toute la question qu'on a, mais qu'on va retrouver dans l'entreprise, qui est une question sociétale, hein, on voit bien vis-à-vis du gouvernement vis-à-vis des maires concernant les règles concernant les écoles, par exemple. Le gouvernement vis-à-vis des entreprises concernant les règles sur l'hygiène, etc., qui est je reporte la responsabilité, je me couvre moi et je vous envoie des responsabilités qui est dans un cadre que de toute façon vous ne pourrez pas complètement appliquer et qui vous rendra responsable. Donc il faut faire très très attention à ça dans l'entreprise elle-même, parce que dans l'entreprise elle-même, on peut dire je mets un cadre qui est impossible à respecter. On avait vu ça il y a très longtemps dans les centrales nucléaires, dans lequel les cadres de sécurité étaient tels que, de toute façon, c'était impossible à respecter. Et du coup, c'était un système dans lequel, à la fin, qui est responsable? Donc, dans ce qu'on est en train de vivre, où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup de tentatives de fuir ses responsabilités, ce qu'on vit au niveau sociétal et gouvernemental n'est pas très encourageant, parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut simplifier, il faut dire, écoute, voilà, il faut se mettre à la place des gens par rapport à ce qu'ils vont vivre, et il faut assumer ensemble un risque. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on assume ensemble un risque? Parce qu'il y a un risque. Et comment est-ce qu'on se dit qu'on l'assume ensemble? Et non pas, comment est-ce que, comme il y a un risque, je te demande de faire quelque chose que tu ne pourras pas faire,
Et moi j'ai fait mon job. Et tu te débrouilles. Éric, j'ai envie de redonner la parole à Hélène Sancerre sur, on va dire, un métier ou une fonction qui est très souvent critiquée, celle des managers. On a plutôt parlé des leaders jusqu'à maintenant. Hélène, vous avez, je crois, votre micro est ouvert, je crois. Ah bon, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, dans tout ce que vous dites, Éric, on voit bien qu'il y a une notion de temps qui va être indispensable. Il va falloir prendre le temps de discuter, d'écouter, de remettre en place des nouvelles règles, une nouvelle manière de travailler, etc. Et moi, je me demande et j'aimerais bien avoir votre avis sur comment on va pouvoir accompagner au mieux les managers dans ce rôle intermédiaire et difficile entre la pression indubitable qu'ils vont avoir du dessus économique et le fait d'être dans une forme de responsabilisation pour écouter chacun, prendre les bonnes mesures pour chacun, etc. J'ai un peu peur qu'ils soient dans le jambon du sandwich, là, dans des injonctions contradictoires qui ne vont pas réussir à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous donneriez comme recours? Oui, je pense que c'est un vrai risque, Hélène. Vous avez tout à fait raison. Ce risque et comme ce risque est là, là encore, la question qu'on a, c'est quelle philosophie on veut avoir dans cette reprise par rapport quand je dis philosophie, mode de management, à quel mode de management on croit vraiment et comment est-ce qu'on se donne les moyens réellement. C'est-à-dire que pour ne pas être dans l'injonction contradictoire dont je parlais tout à l'heure sur la règle de sécurité, c'est exactement la même chose sur l'injonction contradictoire dans laquelle on dit aux gens occupez-vous de vos collaborateurs, mais de toute façon, vous devez cesser de faire plein de choses. Vous devez faire plein de choses en plus. Je pense qu'une des réponses, c'est que dans cette période de confinement, il y a plein de choses dont on s'aperçoit dont on peut se passer. Et donc, on réalise qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas dans le day-to-day des business habituel. On associe peut-être moins de personnes à toutes les réunions. On prend moins on est plus on est plus frugal. On est plus dans le good enough. Et il faut vraiment se dire comment est-ce que du coup on rentre dans ce monde de la frugalité qui fait qu'il y a plein de choses qu'on enlève. Et donc les managers se plaignent énormément. Pardon Éric, au tout début de notre entretien, c'est essentiel d'avoir un temps d'échange et de partage sur ce qu'il faudra faire, mais aussi ce qu'on décide d'arrêter de faire. Exactement. À la faveur des pratiques qu'on vient d'expérimenter. Exactement. Et les managers, par exemple, ils se plaignent énormément de passer beaucoup trop de temps en réunion. Très bien. Qu'est-ce qu'on leur dégage et comment est-ce qu'on les ressent? C'est de ne plus faire certaines choses. Hein. Exactement. Et je pense que la crise va nous aider à ça. Ok, bah écoutez, il est 10h30. On avait promis de respecter l'horaire. Éric, merci. Hein. On lira des chroniques dans les Échos sur le sujet. Peut-être qu'on refera une petite conversation comme ça. Et toute l'équipe de l'Agence Verte et Sophie, merci de nous avoir accueillis dans les locaux de l'Agence sur un sujet qui, je pense, est très proche de toutes les préoccupations des clients et de cette agence qui vraiment a mis l'humain et la raison d'être des entreprises au cœur de son activité.